Aujourd'hui, je reçois sur le BOP Talk un ancien trader devenu humoriste. David Azria fait partie de ces talents qui osent tout quitter pour suivre leur appel. Il mêle autodérision, sensibilité et regard affûté sur le monde, avec cette manière bien à lui de transformer le quotidien en matière, à rire et à réfléchir. Derrière l'humour, il y a un vrai chemin de vie, un parcours qui parle de choix, d'audace, de doute et de cette foi précieuse, celle qu'on peut tous avoir en soi. David Azria, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va? Vous allez bien? On est très bien ici, hein. Franchement, c'est le meilleur. Il y a une clim exceptionnelle. On est bien. Il y a des verres, franchement magnifiques. On est nickel, on est a à bien, boire, on franchement. a à On a à manger. boire, on a à manger. On est très très bien. Et on est dans une ville la plus dangereuse du 93. Donc, Oui, mais on est la ville qui a reçu Kylian Mbappé, qui a vu grandir ouais, Kylian Mbappé quand ouais. même. C'est pour ça que je suis venu. Moi, je suis juste venu pour voir Kylian Mbappé. Non, je rigole. Je suis venu pour le podcast Be Yourself. C'est pour ça on va passer un bon moment. On va parler, je ne sais pas de quoi on va parler, mais On va parler de toi, principalement, de ton parcours, de ce qui t'a amené aujourd'hui à être sur scène. Donc, l'idée, c'est que tu vas nous parler à cœur ouvert avec plaisir. de ce qui t'est arrivé. Déjà, comment vas-tu? Ça va très bien, tout va bien, hein. Je suis un peu fatigué là, c'est la fin de saison. En fait, nous, l'humour, ça s'arrête au mois de juin, tu vois. T'as toute l'année, ça commence plutôt septembre, tu vois. Et ça accélère novembre, décembre, janvier, tu vois. Mais après, là, ça redescend un peu. C'est le moment de l'année où tu te dis, je vais souffler un peu. Ok, tu vas reprendre des forces. Sauf quand tu as des enfants et tu as les vacances qui arrivent, tu te dis, ah ouais, en fait, tu vas jamais te reposer. Voilà, tu vas passer du temps en famille, mais tu Ouais, peux pas c'est dire ça. que c'est des vacances. Les gens qui n'ont pas d'enfants, parce que moi, dans mon métier, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des enfants. Parce que tu peux pas, quand tu as ce métier-là où tu es rarement là, c'est dur de trouver quelqu'un qui accepte ton taf et de t'occuper de tes enfants. Mais quand tu arrives à joindre les deux, déjà, tu es bien. Alors, tu es fatigué, quoi. Ok, t'es fatigué, mais là, t'es au top. Ouais, je suis bien. Ok. Je fais une petite sieste avant. Parfait. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire, au-delà de l'humoriste, comment tu te présenterais? Moi, je viens de Sarcelles. Je ne sais pas si vous connaissez Sarcelles, ville incroyable. Il n'y a que des talents, hein. Il y a, comment il s'appelle? Philippe Cristanval, un joueur de foot dont personne ne s'en rappelle. Il y a notre ami aussi, Stomy Bugsy. Voilà, c'est une ville où il y a une forte communauté juive. En fait, moi, mes parents, ils sont arrivés à Sarcelles dans les années 60, tu vois. 70 plutôt. Et c'était les premières villes qui se développaient en France, tu vois, avec une boucherie. Ils se disaient, bon, faut aller vers là-bas. Et parce qu'aussi, ils n'avaient pas les thunes d'aller à Paris, tu vois. Il y a des gens, ils me disent, ouais, les Juifs font de l'argent. Ben, c'est pas vrai, ça. Si on est déjà en Sarcelles, c'est des clichés, tout ça qui n'existe pas, tu vois. Donc, nous, on est de Sarcelles, on est une famille, 4 enfants, parents. Mon père, il était dans le prêt-à-porter. Ma mère, elle s'occupait de nous. Au début, franchement, on n'a jamais manqué de rien. Moi, je dis, on avait besoin de tout, mais on a manqué de rien, nous, tu vois. C'était l'histoire de notre vie. Mais tu sais, comme toutes les familles aujourd'hui, quand tu es dans ton cocon familial, tu connais pas les autres, tu vois. Nous, on restait entre Sarcellois. On allait de temps en temps à Paris, mais c'était les vacances, quoi, tu vois. Mais quand on voyait les gens, on se dit, putain, on n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça, tu vois. Mais on n'avait rien manqué, tu vois. On mangeait super bien, on était habillés mieux que les autres, mais on n'avait plus un euro, quoi, tu vois. C'est ce que je dis dans mon spectacle, nous, on n'était pas lucides. T'avais pas de visibilité sur ce que tu pouvais avoir Ouais, finalement, exactement. et tu te contentais de ce qu'on a. Enfin, on se Ouais, contentait on était de ce qu'on bien. avait. Franchement, moi j'ai toujours vécu comme ça. C'est-à-dire, même moi, quand j'étais petit, tu me donnais 50 balles. Tu sais, c'était 50 francs à l'époque, c'était le bout du monde. Tu arrivé de mecs, 50 francs. Moi, mon père, il me donne 500 francs. Je dis, ah ouais, en fait, t'as des mecs qui sont dans une autre vie de l'autre côté du périph', en fait. Dans une autre Mais ouais, sphère. voilà. Mais bon, tu sais pas parce que tu connais pas. Toi, t'es là et tout. Mais bon, franchement, on a toujours été bien en famille. Ville Sarcelles, je sais pas si tu connais ou les gens connaissent, mais si c'est des immeubles, quoi, si tu es HLM, où il y a tout le monde et tout le monde cohabitait, tu vois, toutes les communautés, il n'y avait pas de soucis, pas d'embrouille, tu vois. Moi, j'ai toujours été dans les écoles laïques, on était tous ensemble, il n'y a jamais eu de problème et tout, tu vois. Mais c'est clair que je pense que cette vie-là de Sarcellois, je pense si je la connais pas, je suis pas là aujourd'hui. Ça t'amène une dalle, tu vois. Sarcelles, c'est ta faim, quoi. T'as envie. Tu penses que c'est vraiment ce qui t'a forgé aujourd'hui, ce qui Ouais, t'a donné envie de réaliser tes rêves? ouais, t'as faim, t'as faim. Parce que quand t'es à Sarcelles, t'as pas tout. Mais quand tu vois ce que les autres ont, tu t'es pas jaloux, hein, mais tu dis,
j'ai envie de me taper pour l'avoir. Mais je pense que si tu l'as déjà, je suis, je vais me taper pourquoi, tu vois, j'ai pas envie, bon. Voilà, tu vois, je suis en mode, vas-y, sarcelle, je kiffe. Et moi, je viens souvent, j'ai été encore hier soir, ça me rappelle ma vie d'avant, tu vois. Ça fait là presque 10 ans que j'y suis plus, parce que je me suis marié et tout, j'ai bougé. Mais en vrai, c'est des racines que je suis fier d'avoir, tu vois. Donc tes racines avant le show business. Ouais, show business. Show business. Et- Et puis là-dedans, hein, marié 3 enfants. Parce que des fois, les gens me disent, mais tu sais, les soirées, je dis, frérot, je vais dans aucune soirée, moi. Je peux pas aller dans les soirées, frère. Quand tu vas dans une soirée, t'es marié et tout, qu'est-ce que tu vas faire, frère. Les soirées, c'est techniquement pour les gens pas mariés. Moi, je suis un fuyeur d'ambiance. Vous pouvez demander, je dirais pas de nom à tous les mecs de ce milieu. Quand ils disent David, ils disent, bah, David, il fuit. À un certain moment, on le voit plus dans la soirée. C'est-à-dire, je vais dire à un mec, je vais venir dans la soirée. Et le mec me dit, ça va, frérot, ça se passe? Ouais, cool, cool. Au bout d'une demi-heure, je vais chercher un verre et je cherchais ma voiture, en fait. T'as disparu. Ouais, je suis T'es disparu. volatilisé. Et du coup, avec cette fin dont tu parles de tes racines qui sont voilà, très présentes chez toi, puisque tu parles beaucoup de judaïsme, tu Ouais. parles beaucoup de tout ça, c'était quoi ton rêve d'enfant aussi? Est-ce que tu te rappelles que Moi, quand t'avais j'étais envie petit, de quelque ouais, chose en et le foot, particulier? moi, j'adorais le foot. J'étais fan. Je regardais tout le temps et tout. Mon père, il regardait tout le temps. Le foot, c'était important. Mais à un moment donné, je me rappelle même en troisième, ils avaient fait un tour de table des élèves et tout, du collège où j'étais. Et c'était des gens qui disaient, moi, je veux être avocat, tu vois, j'ai footballeur. Et moi, j'étais avoir un niveau, mais vite fait, quoi, tu vois. Et dans ma tête, je suis sûr que j'allais être footballeur. C'est les mecs qui se moquaient, ils disaient, non, mais toi, tu vas pas être footballeur, mais qu'est-ce que tu parles? Et après, on s'est mis à faire Shabbat. Donc, je me dis, ça va être compliqué le foot le vendredi, puisque les matchs, le samedi. J'ai dit, bon, on va voir ce qu'on peut faire dans le foot. Et puis, on fait du tout dans le foot. On avait dit souvent, ils ont eu les ligaments croisés. En fait, moi et le foot, on s'est jamais croisés, finalement. Ok. Mais voilà, tu vois. Mais en réalité, ouais, moi, c'était mon rêve de petit. J'adorais le foot. Mais là, je bosse avec la chaîne de Ligue 1 DAZN, dans laquelle on commente les matchs et tout. Et je te jure que c'était un rêve de gosse. De commenter les matchs, de me retrouver sur la pelouse avec les joueurs et tout. Des fois, je te jure, j'ai les yeux qui brillent. Je me dis, ah, putain, je regardais le match chez moi et tout. Là, je suis là. Genre, si je veux, je peux toucher le gars, quoi, tu vois. Donc là, tu commences à cocher les trucs sur ta liste de Ouais, rêves c'est d'enfant. des trucs de enfant, tu vois. Je me dis, bah, je suis pas footballeur, mais je suis content. Tu sais, nous, on avait des places de temps en temps avec mon père, mais on était dans les tribunes, mais hautes, hautes. Et plus tu descends, plus tu dis que tu as de l'oseille. Et là, je suis à un niveau, je suis sur le terrain, frérot, je me dis... Il n'y a pas plus soit, cher. ouais, soit je joue. La prochaine étape, c'est je joue, je rentre, frérot. J'ai pas le niveau, mais ouais, c'est des petits... Comme tu as dit, tu coches des petits trucs d'enfant, tu vois. Moi, je suis un peu comme ça. Je vois loin, j'ai vraiment une vision assez loin de ce que je veux faire. Mais je suis content quand je fais des petits trucs que je voulais faire quand j'étais petit et tout, ça me fait plaisir. Trop bien. Est-ce que tu avais un rapport déjà enfant à la scène et dans ton éducation, est-ce qu'il y avait déjà ce rapport à la scène? Est-ce que déjà petit, tu avais cette envie de faire rire? En fait, moi, j'étais vraiment, tu sais, t'as toujours un mec qui dit, ouais, dans la famille, t'as toujours un gars marrant. Tu sais, moi, tu sais, mes parents, ils ont jamais dit, ah ouais, lui, il va finir sur scène, c'est un gars marrant. Mais j'étais le gars marrant de la famille, tu vois. De mes frères et sœurs, c'était moi le mec qui était toujours un peu, il y avait la blague, tu sais, quand tout le monde s'embrouille, c'est jour de fête, tes parents, ils invitent ta mère, elle est fatiguée, elle a cuisiné, il y a embrouille, l'autre, il s'embrouille pour un verre. Non, mais il m'a taché mon truc. Et moi, j'étais là toujours pour faire la bonne blague, pour détendre les gens et tout. Moi, j'ai toujours eu cette volonté. Je sais pas de quoi je vais parler, mais si on peut juste 1 heure, viens, on rigole. Les gens, ils oublient un peu leurs problèmes. Pas vocation à que le mec, il rentre chez lui, il dit, ah, frérot, lui, il va venir, il va en penser toute sa vie, tu vois. Juste à oublier un petit peu ton temps, je t'ai fait rigoler. C'était ma vocation. Quand les gens, ils viennent, on passe un bon moment, juste ça, tu vois. L'idée, c'était de fédérer un Ouais, peu voilà, juste ça, ouais, pas plus. Ouais. autour d'un bon moment, autour de l'humour. Exactement. Mais jamais vocation, la scène. Ouais, des fois, des gens ils me disent, ouais, t'es fan de qui? Je suis fan de personne. Alors, je regardais, comme tout le monde, on a regardé les DVD de Gad, etc. et tout, mais à aucun moment, je me suis dit, lui, je veux être comme lui, je veux être comme lui. Des fois, des mecs qui me parlent d'humoristes américains, je les connaissais même pas, moi. J'ai regardé là pour me documenter, comme tout le monde. T'es dans une discipline, tu regardes. Comme toi, tu fais des podcasts, t'as envie de voir ce qui marche, tu les connaissais pas avant, mais tu regardes. Voilà, mais avant, tu te dis, ouais, t'étais fan de Lena Situation, tu savais pas qui c'était, frère. T'as regardé, voilà, elle avait un podcast, t'as regardé, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, c'était pas du tout une vocation, pour le coup, l'humour pour toi, puisque tu t'es dirigé en première intention vers les finances.
Ouais, c'est ça. puisque tu t'étais destiné à une carrière prometteuse, en tout cas ce qu'on considère nous dans la communauté, une Ouais, c'est carrière ça. prometteuse dans le trading. À quel moment tu te dis, c'est pas fait pour moi? En fait, moi, j'étais bon à l'école. C'est-à-dire, nous, on avait peur de ma mère. C'est-à-dire, on avait peur des mauvaises notes. Donc, on s'était dit, vas-y, il faut travailler, il faut travailler. À un moment, j'arrive bac S. J'arrive en S. Il y a deux solutions. Soit tu fais de la médecine, mais moi, j'ai peur des hôpitaux, du sang et tout. Ça m'angoisse de ouf. Donc, tu as quoi? Bon, tu veux pas faire tout ce qui est médecine. Il reste banque, finance, assurance. Bon, j'y vais par défaut, tu vois. J'ai dit, bon, vas-y. Et puis, j'avais vu un peu des petits trucs sur la finance, mais bon, tu commences de loin, première année de fac, deuxième année. Après, je vais à Montréal étudier une année. Et puis, fil en aiguille, je me mets dans un master finance, un truc. Et puis, tu apprends deux, trois métiers qu'il y a de la finance, quoi, que ce soit broker, sales ou trader. Moi, de base, je veux faire vendeur parce que j'aimais bien l'attrait du vendeur, mais je trouve pas de stage. Je galère à trouver un stage, c'est trop long et tout. Et un jour, je me dis, vas-y, j'ai toujours voulu faire ça, moi, des blagues. Donc, j'écrivais dans mon téléphone. Pendant longtemps, j'écrivais dans mon téléphone. Et à un moment, je dis, bon, vas-y, ça fait 5 mois, on trouve pas de stage. Bon, on va trouver un autre stage, c'est pas grave, il n'y a pas de ce que tu veux. La vie, c'est comme ça. Donc, je trouve un autre stage en finance, pas dans le métier que je voulais. Assistant trader, du coup, c'était. En gros, on va pas faire long parce que c'est pas intéressant. Tu fais le café au trader. Non, en gros, le trader, il gère une partie de marché sur tel ou tel produit structuré. Et toi, tu es la petite main, c'est-à-dire tu réponds aux clients, c'est toi qui rentres les bookings, c'est toi qui fais les produits sur les ordi, les trucs. Bon, voilà quoi, je fais tout ce qui est croissant. Bon, c'est pas hyper intéressant. Du coup, bon, je fais ça et à côté, je dis, vas-y, moi, je veux faire du stand-up. Donc, je tape stand-up sur Google. Je tombe sur un gars, il fait un concours, un petit concours, jeune débutant, nouveau talent, tentez votre chance, 5 minutes à Paris, bonne nouvelle. Je dis, vas-y, j'y vais quoi. Je dis à personne. J'avais des blagues dans mon téléphone. Tu sais, je travaille dans ma chambre avec la petite télécommande et tout. Ouais. Je dis, ah ouais, putain, c'est pas mal et tout. Tu sais, dans ma tête, moi, à ce moment-là, je suis Gad Elmaleh. Je dis, bien sûr, je vais arriver. Et j'arrive avec quatre cinq blagues. Elles me font rire. Je dis, quoi qu'il arrive, même si tout marche pas, il y a deux, trois trucs, ça va marcher. Après, c'est dur quand t'es devant les gens. T'es dans ta chambre, t'es tout seul, ça marche. Et là, le mec, il t'appelle le jour J, t'arrives transpire de partout. Moi, je l'ai la vidéo là de la première fois que je suis monté sur scène. C'est une angoisse. Aujourd'hui, je vois, c'est catastrophique, c'est horrible. Tu vois un mec comme ça, t'as de la peine quoi. Mais dans ta tête, moi, C'était j'étais quoi ta déter. peur principalement quand la première fois que t'es monté sur scène? C'est quoi tes pensées? Il se passe Ouais, quoi dans ta tête? parce que t'es stressé. En fait, c'est un endroit où t'as pas l'habitude d'aller. Tu vois des gens, mais après, je me dis, bon, les gens aussi sont comme toi. Après, t'arrives, tu dis, non, moi, ça fait 5 6 scènes que je fais. Donc, moi, lui, ça fait 5 6 scènes, l'autre, ça fait. Après, je me suis dit, ah, David, il n'y a rien à perdre. De toute façon, toi, tu as un travail. Tu vois. Moi, je disais toujours ça. Je dis, au pire, demain, personne ne me connaît ici. Il y avait, allez, 30 personnes dans la salle. J'ai dit, demain, je repars, je prends le métro, je vais pas les croiser, quoi. Donc, je suis monté, j'ai fait le truc. Et il y avait un gagnant à la fin, tu vois, pour revenir la semaine d'après. Et je gagne. Je dis, ah ouais, peut-être j'ai un truc à faire et tout. Et après, pendant 2 3 mois, je joue plus. Genre, le mec, il te faisait gagner. Tu devais revenir, genre 2 mois après, pour une scène un peu plus grosse où il y avait genre 80 personnes, quoi. Donc, genre, je viens pas. C'était 2 mois après. Pendant 2 mois, je fais rien. Je cherche même pas à rejouer. J'étais content, tu vois. Je dis, ouais, en fait, je me regardais tous les jours au travail. Je continue à écrire. Moi, j'avais plusieurs écrans où je travaillais dans la finance. Donc, je mettais toujours 3 écrans mythos. Et j'avais un écran où je tapais. Je tapais des blagues, je tapais des blagues. Donc, les mecs pensaient que tu bosses, ils te voient un peu partout. Dès que tu vois un mec qui passe derrière, j'enlevais l'écran, tu vois. Et je tapais, je tapais, je tapais. Et je faisais rire tout le monde, moi, au taf. Le mec, il me disait, mais toi, t'as rien à faire ici. Fais du one-man show. Et je dis, putain, si tu savais, frérot. Et fais du one-man show, mais frérot, mais et je faisais que ça, je faisais ambiancer les gens. Parce qu'en fait, dans la finance, c'est redondant comme travail. C'est-à-dire, pendant 5 6 heures, tu peux rien faire. Et à un moment, c'est là, le travail, il arrive. Tu vas travailler 1 heure et demie, mais top, fort à fond. Donc pendant des fois, il faut meubler. Moi, j'arrive pas à être sur l'ordi posé, calme. Jamais que j'ai besoin de parler, rigoler. Je passe voir les gens. En plus, c'était les open space et tout. Il y a plein de monde. C'est-à-dire, tu croises un gars, tu rigoles, tu fais une blague à l'autre, tu repars. Et j'aimais bien cette ambiance. Et il y a un gars, et je dis souvent son nom quand je peux le placer, il y avait un gars qui était avec moi. C'était entre guillemets mon formateur au début, Nicolas. Il me dit, frérot, ça fait 30 ans que je suis là, je te jure, si tu peux pas.
Dégage. Pourquoi il me dit ça et tout, et on s'est liés d'amitié, on est encore potes et tout, et on se parlait et tout. Lui, pareil, il a fait une reconversion professionnelle plusieurs années après. Il est coach sportif maintenant, et ça se passe bien pour lui. Mais parce qu'il m'a dit, en fait, dans 30 ans, t'es moi, tu vois. Il m'a dit, en 30 ans, frérot, t'es pareil que moi. Tu vois, va t'arriver quoi? Ouais, tu vas gagner un peu plus d'argent. C'est des sommes correctes, mais c'est pas non plus. C'est les gens, ils fabulent. Ils pensent que les mecs, ils font 1 million d'euros par mois. C'est mytho, quoi. Voilà, c'est des sommes correctes. Depuis toutes les crises qu'il y a eu financières, les mecs, les salaires, c'est fixé. Avant, les gens, ils partaient, les places, ils restaient. Et aujourd'hui, les places, t'as ta place. Tous les jours, tu fais ton même travail. T'as un périmètre. Tu mets ton costume, tu rencontres personne. Tous les jours, t'es obligé d'habiller comme un croque-mort. Ça m'angoissait. J'étais Mais claqué. c'est quoi vraiment concrètement la question que tu t'es posée quand tu t'es lancé? Est-ce que tu t'es dit, ok, financièrement, est-ce que je vais suivre? Est-ce que... Ouais, c'était chaud. En fait, moi, c'était le vrai risque, c'était l'argent. Parce que j'ai eu ma fille. Et je me dis, attends, j'ai une bonne situation financière. Je roule pas sur l'or, mais je suis bien. Ma femme, elle travaille. Moi, j'ai un bon salaire. Là, je peux acheter n'importe quelle maison, voilà, familiale, tu sais. T'as ton pavillon avec ta femme, tes enfants, ton chien, t'es bien. Bon, voilà, t'as l'avenir tranquille, entre guillemets, quoi. T'es pas en risque, ok, bon, tu fais pas ce que tu veux, mais quand tu prends en vrai dans la vie, c'est rare les gens qui font ce qu'ils veulent. Moi, autour de moi, tous les gens dans les domaines qu'ils font, ils le font pas parce qu'ils aiment. Ils le font parce que, voilà, ils ont été contraints à un moment donné de faire ce taf-là. Moi, je l'ai fait pareil contraint. Je dis, mais vas-y, David, t'as 24 piges, 25 piges, tu vas faire ça toute ta vie. Et la blague, je me dis, vas-y, j'aime bien quand je monte sur scène, j'aime cette adrénaline. Et quand je viens dans les comédie clubs, les mecs, ils me prennent pas trop au sérieux parce que j'ai un travail. Tu vois, tu viens demander des dates. En fait, ça se passe comment dans les comédie clubs pour débuter? Au début, tu viens en début de mois pour demander des dates pour le mois, quoi. Donc, le mec, il vient, il te dit, ouais, bah, je te donne 3 dates. Je dis, ah ouais, pourquoi que 3, quoi? C'est 3 dates dans un mois et c'est des passages de 5 minutes. C'est-à-dire, tu joues 15 minutes sur un mois entier. Et tu jouais au début, les novices, ils jouaient à 17h ou à des horaires 1h du matin le samedi, quoi. J'ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais de toute façon, toi, t'en as rien à faire, quoi. C'est un hobby pour toi. T'as un travail à côté et tout. Je dis, ouais, en fait, les mecs, ils te prennent pas au sérieux parce que t'as un boulot. Et quand t'as un boulot, quand t'as fini, tu restes pas discuter avec les gens pour savoir ce qu'il faut améliorer, pour savoir ce qu'il faut faire, quelle scène il faut jouer. Moi, je jouais, j'allais rentrer chez moi parce que j'avais ma femme et ma fille. Et le lendemain, je devais travailler. J'étais pas dans libre. J'avais pas l'esprit libre, quoi, tu vois. T'avais pas le mindset d'un Ouais. intermittent du Ah non, spectacle? pas du tout. J'étais dans un mindset de mec, bon, vas-y, on fait plein de trucs et puis on voit après. Mais ça marche pas dans la vie, tu peux pas faire plein de trucs. Si tu as un plan A, un plan B, c'est bien. Tu peux pas avoir le plan AB direct, ça marchera jamais. Et t'as jamais vu un mec, la journée il est à la banque et le soir il fait rire 600 personnes, ça n'existe pas, ça. Est-ce que tu as senti que c'est quand tu t'es consacré 100% à ton art que ça a commencé à décoller pour Ouais, toi? ouais. Moi, c'était ça. Parce que comme j'avais cette peur d'argent, j'ai réussi à gérer une rupture conventionnelle au travail. Et après, je me suis dit, vas-y, David, t'as réussi à gérer ça. Vas-y, maintenant, ce que tu peux faire, t'as ce chômage-là. Bien sûr, c'est pas ton salaire. Moi, mon objectif au départ, c'était de gagner la même chose que ce que je gagnais avant. Mais ouais, c'est compliqué. Au début, les gens, ils fabulent. Ils pensent que à l'époque, c'est encore plus dur qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de comédie clubs où tu peux jouer des passages de 7-8 minutes où tu es rémunéré tous les soirs. À l'époque, il y avait 2-3 comédie clubs. Ils faisaient jouer les gens les plus forts. Nous, on était les jeunes, donc on jouait très peu. Et financièrement, tu gagnes rien. Donc, à un moment donné, tu paniques. Moi, je mentais limite à ma femme. Elle me disait, t'as gagné des sous quand même ce soir? Moi, je rentrais dans les RERD, je me rappelle. Je disais, c'est pas possible, frérot. Je vais rentrer, je veux dire, j'ai gagné 6 euros. Je suis parti. Aller, retour, je suis revenu. 6 euros. C'est pas possible dans ma T'as tête. perdu de l'argent Ouais, carrément. mais je savais à un moment donné. En fait, je regardais ce qui se passait. Et j'ai trop l'art de la gauleritude. Tu pourras demander à n'importe qui, il peut s'asseoir à ma table n'importe quand. Il va dire Azria, il va te faire rigoler. Parce que j'ai ce truc. En fait, t'as des gens, ils sont faits pour un truc dans leur vie. Tu sais, il y a des mecs dans la finance, ils sont faits pour ça. Le matin, ils vont allumer BFM Business, ils vont kiffer. Et c'est leur vie. Et je suis pas jaloux, tu vois. Mais moi, je suis fait pour les blagues. Je sais ce qui va chez Mar. Je suis fan de télé. J'ai bossé avec Cyril Hanouna en 2019 sur son émission du samedi, la Darka. C'est que de la Darka.
Mais parce que je sais faire la blague, c'est moi, tu vas me parler de deux, trois trucs, les blagues, ça me parle, c'est fluide, ça. J'ai pas l'impression de travailler. Même aujourd'hui, je gagne très bien ma vie grâce à ça, j'ai pas l'impression de travailler. Et C'est... puis, tu as cette capacité à fédérer les gens grâce justement à ton art et à créer du lien facilement Ouais, avec facile. cet humour. Ouais, facile, facile. Bon, les gens, j'ai ce... Parce que les gens, ils savent que j'ai un bon fond, je suis RNI, tu vois, moi, je suis détente. Je suis un tchatcheur, tu vois, je suis là. Asria, c'est le mec qui va te faire la vanne, mais il n'y a pas de mauvais fond derrière. Tu vois, il n'y a pas de haine, des trucs, c'est la blague pour la blague. Après, à un moment, j'étais susceptible, moi. Mais après, je me dis, putain, toute la journée, tu fais des blagues sur Pierre-Paul Jacques, et à un moment donné, les mecs, ils te font des blagues et t'arrives pas à l'accepter. Et j'ai travaillé ça. Je suis moins susceptible qu'avant. Avant, j'étais beaucoup plus susceptible. Mais est-ce que tu as identifié d'où elle vient cette susceptibilité initiale? Ouais, tu sais, les Sarcellois. Les Sarcellois, ils sont susceptibles. Parce que toute leur vie, ils ont été rabaissés du fait qu'ils ne sont pas au même niveau que les autres. Parce que Sarcelles, c'est le RER, tu vois. Tu viens à Paris, c'est tu viens à Paris, tu vois. Les mecs, on se voit où? Les mecs de Paris, c'est on se voit où? On a un café Nous, on n'avait pas de café, frère. C'était des tabacs PMU. Il y avait que des mecs fatigués. Ils ont 58 ans. Nous, il y avait cette démarche de... ouais, au final, ouais, on se faisait beaucoup charrier, nous, les Sarcellois, du fait qu'on soit pas comme les autres, entre guillemets, parce que en réalité, ça repose sur l'argent. Ouais, Sarcelles, ils ont toujours été vus moins bien que les autres. Nous, on le voyait pas parce que on était dans le truc, on voyait pas d'autres gens. Mais en vrai, les gens, ils nous snobaient. Et c'est une réalité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, je vais quand même y aller, je vais quand même croire en moi, parce que je sens que c'est ça qui me fait vibrer et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. À un moment donné, je commence à me rapprocher de ce que je gagnais avant. Je me dis, j'ai le chômage, plus ça veut dire, il me faut quand même le chômage. C'est-à-dire, si j'ai pas de chômage, donc j'ai 2 ans, je me dis, bah, t'as vu, tu te rapproches un peu quand même de ce que tu gagnais. Donc je me dis, bon, c'est pas négligeable. Donc continue ta voie, tu vois. Et puis à un moment donné, le chômage va s'arrêter. Et puis vu que tu auras gagné une petite part de variable à côté, tu vas essayer d'être intermittent et puis tu vas avancer. Et après, il y a eu le Covid. Et là, je me dis, ah ouais, non, laisse tomber, frère. C'est pas pour toi, t'as pas de chance. Je me dis, c'est pas possible. Le chômage, il devait s'arrêter. Un mois avant le Covid. Et là, je me dis, tu imagines, pendant le Covid, le chômage, il s'arrête, truc, t'as un peu d'économie. Et j'avais un deuxième enfant à ce moment-là. Je me dis, au moment où j'ai un deuxième enfant, le Covid, plus de travail. Je dis, frérot, c'est un appel de HM. Je dis, frérot, arrête-toi. Moi, je suis lucide de ouf. Et maintenant, je me dis, je suis plus tout seul. J'ai une femme, des enfants. Si c'est trop risqué, faut s'arrêter. Ok. Et je suis Donc, fou, mais je suis lucide. Je dis, faut s'arrêter. Ok, donc à partir du moment où tu considères que ça peut mettre en danger Ouais. financièrement ta famille, t'y vas Ouais. pas. Je dis, laisse tomber, C'était la David. condition. C'était trop compliqué, faut arrêter et tout. Et à un moment donné, je me dis, ouais, c'est dommage. J'en parlais avec des copains et tout. À chaque fois, ils me disent, ouais, franchement, on avait fait le plus dur, quoi. Le plus dur, c'est de sortir de terre, quoi. De jouer, de trouver un petit set de stand-up qui marche bien, de jouer dans les endroits, d'avoir cette capacité à pouvoir être à l'aise sur scène. Et on commence à trouver ça, et au moment. Et là, Macron, il faisait l'appel, il dit, ouais, tous les gens au chômage, on va les prolonger pendant le Covid. Je dis, ah. Ah, ça, c'était un autre signe, Et ça. je dis, ah, le gars, il dit, ouais, il va prolonger les mecs au chômage et tout. Je dis, ah putain, déjà, il nous donne un petit second souffle, tu vois. Je dis, bon, ok, bon, on attend. Du coup, on attendait Covid, on savait pas, ça va s'arrêter demain, ça s'arrête pas. Vous pouvez sortir, vous pouvez pas sortir, truc, bon. Et là, t'attends, tu dis, bon, tu gagnes pas d'argent. Là, à ce moment-là, donc, je prends plus d'argent ailleurs. Donc, j'ai que le chômage, donc je suis vraiment ric-crac, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois, je manque de rien parce que bon, j'avais des sous de côté, tu vois. Mais ça fond parce que tu as 2 enfants, hein, tu Ça sais va ce que très c'est, vite. ça va vite, les trucs. Mais à un moment donné, je me dis, bon, ça va rouvrir un moment, et c'est long, ça repousse, ça repousse, ça repousse. Et quand ça rouvre, les gens, ils sont pas tous là, il y a les masques, les gens, ils ont honte, ils ont peur, ils se disent, non, mais moi, je vais pas aller m'enfermer, ça se trouve, le Covid, on avait plein de réponses qu'on n'avait pas, des gens proches qui étaient décédés, on avait peur de sortir, à un moment, on faisait même plus les courses, on avait peur, on mettait des gants. Mais je me dis, ouais, bah, en fait, frérot, c'est chaud, quoi. Dans ce contexte-là, du coup, t'annonces à ta famille, à tes parents, entre autres, que du coup, ça y est, t'as pris ta décision.
que tu vas faire du stand-up, c'est quoi la réaction en face? Moi, j'ai un message de ma mère que je mettrai dans mon spectacle que j'ai retrouvé là. Elle me dit, mais non, ma mère, elle a toujours été anxieuse comme ça, tu vois. Elle a toujours cru en moi que j'étais bon pour ça, mais elle se posait, tu sais, les questions de maman, quoi. Elle se Totalement. dit, t'as un travail, t'as fait 6 ans d'études, t'as un enfant là, et tu vas te mettre à fond là-dedans, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Et je dis, t'inquiète, je sais où je vais. Je sais où je vais dans ma tête. Elle me dit, ouais, mais t'es plus tout seul et tout. Je dis, laissez-moi un peu de temps, hein. Mais c'est vrai que les gens, quand ils te voient, ils te prennent pour un guignol. Ah ouais, ouais, tu sais, ton frère, il a partagé un truc la dernière fois. Il m'a dit que tu faisais une scène là-bas. Je vais te prendre pour un guignol tant qu'il te voit pas briller. Et le jour où il te voit à la télé, le mec, il se dit, ah ouais, en fait, il y a peut-être un truc. Enfin, un truc, une télé, une radio. Le mec, il se dit, ah ouais, en fait, c'est pas un guignol en vrai, peut-être. Tu parles souvent de ta femme dans tes vidéos. Ouais, Tu à fond. commences très souvent tes sketchs par ma femme, elle m'a Ouais, dit. c'est ça. Comment elle a vécu ton changement de carrière? En fait, moi, l'année dernière, je faisais pas du tout de vidéo. Je joue la première fois mon spectacle en rodage, comme on appelle en rodage. On fait des petites dates pour. C'est un autre format. C'est-à-dire, le format de spectacle, c'est 1h15. Où je joue dans des comédie clubs, c'est une dizaine de minutes. Donc, tu joues 1h15 et là, tu es en mode, bon, bah, faut tenir 1h15. Bon, tu vois la discipline, mais il faut remplir. Parce que moi, je viens dans les comédie clubs, les gens, ils viennent d'eux-mêmes. Ils viennent pas pour moi particulièrement. Ils viennent pour tout le monde, pour le lieu, pour l'ambiance. Là, il faut fédérer autour de toi ton personnage. Et moi, j'étais persuadé pendant longtemps que c'était l'ancienne méthode qui marchait. Tu faisais des bons passages en comédie club, tu avais un bon bouche à oreille, derrière, tu avais des radios qui t'appelaient, tu avais des télés qui t'appelaient, et puis, bon, bah voilà, ça marche comme ça, quoi. Tu as une attachée de presse derrière, et puis, sauf que j'ai pas réussi sur les 2-3 premières années, parce que c'est pas aussi facile que ça. En fait, il y a une comparaison dans stand-up, ils disent, quand tu as 3 ans de stand-up, tu es comme un enfant. Tu apprends à marcher, un peu à parler, c'est pareil. Plus tu avances, plus tu es fort, plus t'es vieux, tu vois. Ils disent souvent il faut être 10 ans pour être connu du jour au lendemain, mais c'est pas faux, tu vois, c'est une réalité. Ouais. Il faut 10 ans pour vraiment que tout le monde sache que. Ah ouais, mais c'est depuis quand tu fais ça? Ah ouais, ça fait 15 piges, moi je suis là. Mais ah ouais, putain, 15 piges, bah ouais, frérot, je mangeais des cailloux. Toi, tu m'as vu arriver il y a 3 semaines parce que tu as vu une vidéo de moi, elle a fait 2 millions de vues. Mais en vrai, frérot, moi, je fais des spectacles depuis 10 ans dans des caves, il y a 8 personnes. Je prends 6 euros, je rentre le soir, je pleure dans la RER. Toi, t'es pas au courant. Et après, je me dis, il faut faire des vidéos. Parce que aujourd'hui, les gens, ils sont sur les téléphones. Tout le monde est sur les téléphones. Il faut que je fasse des vidéos. Je fais des vidéos. Et je me dis de quoi je peux parler pour fédérer. Et un jour, je croise Marine Leonardi. Je ne sais pas si tu connais Marine Leonardi. Et Marine Leonardi, qui à ce moment-là prend beaucoup d'abonnés et qui fait des vidéos. Et moi, je faisais des petites vidéos, mais je trouvais pas le thème. Je parlais de ma famille sans vraiment pas. En fait, c'était trop brouillon. Tu vois, il y a des codes dans les vidéos. Et Marine me dit, mais fais des trucs qui te ressemblent, mais surtout où tu n'as pas l'impression de te trahir, tu vois, où tu racontes ta vie. Raconte ta vie. Donc moi, dès que ma femme me disait une phrase un peu, ouais, tu sais, tu es en voiture avec ta femme, j'ai faim. Et là, le temps s'arrête. J'ai faim. Ah, je me dis, mais comment j'ai faim? On va arriver, on arrive dans 30 minutes. Non, mais il faut s'arrêter maintenant, pire que les enfants. Et en fait, dès que j'avais des petites phrases qu'elle me disait, je les notais. Et je faisais une petite vidéo. Un jour, je fais pareil, je fais une vidéo comme ça, je vois, ça prend un petit peu. Moi, j'avais du mal à me filmer avant. Aussi, c'est dur. Je dis, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, les gens de ma vie? Je raconte, et ma femme. Ils en ont rien à faire, c'est. Et j'en fais une petite, ça marche un petit peu, tu vois. Je dis, bon, vas-y. Et Marine me dit, mais il faut continuer. Tu peux pas faire une comme ça. Faut adapter, faut le faire. Et à chaque fois, faut pas que ça te prenne trop de temps, entre guillemets, à te dire, j'ai besoin de 8 cadreurs, c'est trop dur. Faut que tu le fasses de toi-même. T'es détente, t'as envie de te filmer, tu fais ton petit montage maison. Et après, j'ai dit, bon, vas-y, ok, go. J'en fais une, deux, et ça commence à prendre. J'en fais 3, 4. Je fais le spectacle d'école de ma fille. Et la vidéo a fait 2 millions. Sur le spectacle de fin d'année, où tu arrives à la fin, tu es obligé d'acheter ta part de 4 quarts. Moi, la vidéo, elle prend, je me dis, je vais en faire plein d'autres. Et puis, au début, il faut accrocher les gens avec une phrase, tu vois. Donc, je disais, ma femme m'a dit, ma femme m'a dit, ma femme m'a dit. Mais c'est vrai que ma femme, maintenant, que les vidéos, ça prend bien, que ça a fait beaucoup d'abonnés sur Insta, TikTok et tout, elle limite, bah souvent quand on me voit avec elle, les gens, ils la prennent souvent en photo, discrètement. Plein de fois, elle se retrouve taguée, la femme de David Adria. Au début, ma femme, elle ne comprenait pas. Mais en fait, même moi, je ne comprenais pas parce que, tu vois, une vidéo, elle a fait 2 millions. Imaginons, il y a 1 million vraiment de personnes qui t'ont vu. C'est énorme. 1 million de gens.
T'imagines, pour toucher 1 million de gens dans des spectacles, combien de spectacles il faut faire pour toucher 1 million? T'as fait une vidéo d'1 minute, il y a 1 million de gens qui t'ont vu. J'ai fait une vidéo sur le paddle, elle a fait 12 millions de vues. 12 millions de vues. J'ai été au Parc des Princes une fois. Je sais pas combien de gens qui sont venus voir. Ah, c'est elle ta femme qui te fait chier pour le paddle. Comprenez pas, frère. Et maintenant, c'est vrai que des fois, elle dit ah ouais, quand on part en vacances et tout, à chaque fois, et surtout quand je suis avec elle, elle comprend maintenant, elle se dit ah ouais, tu peux pas trouver autre chose. Elle en rigole, tu vois, mais c'est vrai que ouais, au départ, elle pensait pas que ça allait Mais faire autant de après, trucs. est-ce que c'est pas aussi une source d'inspiration et c'est pas quelque chose Ouais, il faut parler de ta vie. de C'est-à-dire, cool. si demain, le mec, il est célibataire, tous les jours, il regarde des documentaires animaliers, il parle de ça. Ouais, il faut parler de ça. Il va pas se dire. Moi, je déteste les mecs que je vois sur Instagram, ils s'inventent des vies. Les mecs, ils s'inventent des vies. Ils font, ouais, moi, je suis là, je suis masculiniste. C'est pas vrai, c'est pas masculiniste, frère, on te connaît. Parce que tu veux faire des vues, t'as essayé les féministes, ça a pas marché. T'as fait les masculinistes, ça a pris un peu. T'as des mecs qui s'inventent des vies. Mais pour trouver des abonnés, moi je m'invente pas, je raconte ma vie. Voilà, je raconte ma vie. Bien sûr, des fois t'étires le trait pour avoir 2-3 blagues en plus, mais ça part d'une base réelle. C'est une vie, père de famille, un peu débordé avec son activité de spectacle, vie familiale que tout le monde a, et ça parle à plus de gens possible, parce qu'on a tous la même vie au final, tu vois. Est-ce qu'elle te soutient du coup dans ton activité Ouais, moi, ma femme, depuis le début. Franchement, depuis le début, elle me soutient. Je sais que c'était dur parce que moi, un jour, ça m'a marqué mentalement. Un jour, je rentre chez moi et ma femme, elle avait vu 160 épisodes d'une série turque. Je fais, ah ouais, j'avais même pas vu un épisode. Ça veut dire, je suis jamais là. Je suis jamais là. Et c'est dur de pas être là, tu vois, de dire, eh, tu pars et tu reviens, tu prends pas 1 euro. Faut vraiment aimer la personne pour te dire, en fait, le gars, combien, il y a plein de gens, ils auraient abandonné. J'ai dit, ah, les mecs, c'est bon, ça fait 3 piges, il prend rien. Le mec, laisse tomber, il était tout le temps seul le soir. Nous, on avait une vie normale de famille. Le soir, on mangeait ensemble, on couchait les enfants. Enfin, on avait un enfant au tout départ, tu vois. On mangeait, on regardait un film, série et tout. Elle se retrouve souvent seule maintenant le soir. Bon, maintenant, j'ai plus de facilité à être là la moitié de la semaine. Mais l'autre moitié de la semaine, je suis souvent en spectacle, donc je suis pas là. Mais ouais, si t'as pas quelqu'un qui croit en ton projet, bah, t'avances tout seul, quoi. Ouais. Donc du coup, c'est une vraie preuve. Tu le vis comme une vraie preuve d'amour, le fait Ouais. qu'elle te laisse vivre de ta Tu sais, il y a passion. une phrase qui dit, c'est on doit sa réussite à sa première femme et on doit sa deuxième femme à sa réussite. Moi, je dis, frérot, tu peux pas. Moi, ce que j'ai vécu, quoi qu'il arrive, je suis obligé de rester avec ma femme toute ma vie, frère. Ouais, je peux pas, frère. On a eu trop de moments de. On est passé par des moments où moi, je me disais, ouais, frérot, arrête tes conneries. Moi, je dors pas la nuit, je me pose beaucoup de questions. Je fais, frérot, qu'est-ce que je fais là? Je vais dans le mur, laisse tomber, frérot. Frère, arrête, lâche tout, tu vois. Mais quand quelqu'un il croit en toi, tu lui dis, bon, peut-être en vrai, t'es pas sur la fausse route, quoi. Donc quand toi, tu as des doutes, finalement, c'est elle qui te Non, parce que redonne ma femme, elle est dure l'énergie. avec moi. Parce que ma femme, elle me dit, oh, de toute façon, t'es personne, t'es une merguez, arrête de te la raconter. Elle me remet souvent. Alors moi, je suis juste en mode détente, tu vois, mais elle est hyper dure avec moi. Mais en fait, tu dis, quand même, elle y a cru, alors que elle est pas censée y croire, elle, à ton truc. Ouais, c'est sympa, mais c'est ta vie à toi. Moi, ma femme, elle me dit toujours, c'est ton rêve à toi. C'est pas mon rêve, moi, de pas voir mon mari 4-5 soirs dans la semaine. Mais après, quand ça prend, ça prend. C'est-à-dire, moi, j'avais une vie avant. Bien sûr, je gagnais bien ma vie. Et aujourd'hui, avec ça, je pensais jamais gagner autant. Tu vois bien ma vie, d'avoir des kiffs que je peux faire, des loisirs que je peux faire que je pouvais pas me faire avant. Et on en participe. Ça fait, moi, mon argent, il va à ma femme, mes enfants, tu vois. Il va, tu vois, à personne d'autre. Mais aujourd'hui, c'est grâce à elle aussi, tu vois. Je peux pas mettre celle qui s'occupe de mes enfants comme moi, je suis pas là. Si demain je suis célibataire, je peux pas. Comment je vais faire? Genre, qui va t'occuper de tes enfants? Le soir, t'as un spectacle, le truc, la nounou, c'est mort, tu peux pas travailler. Elle t'a pris quand J'ai Walou. quand t'avais la loup, donc tu vas la garder Ouais. quand t'as tout et que tu veux Elle, tout elle lui va me offrir. garder. Est-ce qu'elle va me garder? Ah, J'en peux plus déjà. c'est une autre question. Et du coup, comment t'arrives à trouver cet équilibre entre la vie de famille et la vie d'artiste, avec tout ce que ça implique? Moi, l'équilibre, je le trouve le Shabbat. Moi, je suis chômeur Shabbat. Je joue jamais Shabbat. C'est-à-dire vendredi, samedi, je joue. J'ai raté les plus gros plans de ma vie. Les plus grosses premières parties de France. Je devais les faire les vendredis, samedi. Je les ai pas fait. Au final, je les ai fait un lundi.
Et tu sais, les gens, ils me disaient, j'ai des gens, ils m'ont dit, David, tu réussiras pas si tu fais pas Shabbat, si tu fais Shabbat. Et je dis, mais frérot, et si, t'inquiète pas. Et il y a plein de gens qui, au début, ils me prenaient pour, non, mais frérot, personne fait Shabbat dans ce milieu. Qu'est-ce que tu fais là? Mais il y a un plan là et là. Parce que le spectacle, c'est le vendredi, samedi. Bon, en hiver, samedi, ça finit tôt, donc tu peux jouer, tu peux travailler. Mais on rade là en été, le vendredi, tu joues pas, le samedi, tu joues pas. Mais c'est pas grave. En fait, quand tu as ta communauté, si les gens ils ont envie de te voir un lundi à 17h, ils viendront te voir un lundi à 17h. Et moi, j'ai cru en ça à ce moment-là. J'ai dit, je vais pas lâcher mon Shabbat. Ça, je sais, toi, je sais quoi qu'il arrive, si le mec il a vraiment envie de te voir, il viendra. C'est incroyable parce que tu parles beaucoup, enfin, tu revendiques même ta judéité dans tes sketchs, Ouais, sur ouais. scène, etc., dans tes performances. Et c'est quoi ta relation aujourd'hui avec le spirituel? Quelle place ça a dans Ouais, ta vie? moi, important, très important, tu vois. Moi, je mets les titites et tout tous les jours. Ok. C'est-à-dire, moi, je suis très croyant, j'ai une peur de Dieu. C'est la peur de Dieu, c'est le truc le plus important. Si tu as peur de Dieu, tu ne feras pas de conneries. Il y a des gens, ils peuvent dire, ouais, j'ai peur de Dieu, mais moi, je sais ce que je fais. J'applique les règles, je fais mes prières, j'éduque bien mes enfants, j'essaie d'être dans... J'applique les règles en les comprenant. Bien sûr, dans chaque religion, des fois, il y a des trucs que tu fais que tu comprends pas, mais tu essayes de chercher, comprendre pourquoi, il y a toujours une raison et tout. Et le spirituel, c'est important, parce que si tu n'as pas de spirituel, ah, tu n'as pas de guide, en fait. Demain, tu dis, ouais, vas-y, viens à Bondy. Ah, à l'époque, les mecs, ils disent, ouais, mais t'inquiète, je connais, tu tournes à droite, t'as pas de carte, t'as pas de Waze. Si t'as pas de chemin, comment tu vas faire pour arriver à Bondy? Tu sais pas, tu vas pas arriver. C'est mon chemin, tu vois. Moi, j'ai des guides. Je peux pas manger là. Moi, j'ai été dans les meilleurs restaurants de France. Je bois des Coca Zéro. Et je paye pas. Les gens, ils se mettent jamais à ma place. J'ai fait des restaurants 3 étoiles. Il y avait Jean Humbert, il était assis à côté de moi. Il me ramenait des assiettes gratuites. Et je mangeais pas. Et le mec, il comprend pas. Et je lui explique. Je dis, en fait, je mange cachère. Il me dit, non, c'est du poisson. Donc, vas-y, va lui expliquer. Après, tu as 8 mecs de films qui disent, non, mais frérot, pourquoi tu peux pas manger? Parce que lui aussi, les juifs, mais ils mangent le poisson. Non, mais frérot, tu veux pas dénigrer le gars parce que tu dis, lui, il respecte pas. Je dis, non, mais moi, en fait, j'ai un degré de judaïsme où je mange que dans les trucs cachers. Ouais, mais c'est quoi? Alors, je me retrouve à expliquer les mêmes histoires à 25 personnes. Et à chaque fois, je me dis, moi, je rentre dans ma chambre, je suis là à Kinder Bueno. J'arrive, je mange un Kinder, un bout de gâteau, des gaufrettes de chez Hyper Cacher. Et en plus, j'adore la nourriture. C'est un truc que je kiffe grave. Et là, je dis, putain, mental. Et tout le monde dit, putain, toi, frérot, ce que tu vis là, la dernière fois, je fais un restaurant Wagyu, 1 500 € la tête. Donc les mecs m'invitent, mais moi, je leur dis pas que je mange pas. Et ils mangent tous, moi, je mange pas. Et pourquoi? Et je lui explique, je mange pas la viande et tout. Et on peut faire aussi du poisson. Je dis, je mange rien, frère. Ils mangeaient tous, mais c'est la meilleure viande de ma vie. J'ai 55 ans, j'ai jamais goûté ça. C'était un moment, j'étais à 2 doigts de kékra. Je fais, ah, là, allez, je rentre chez moi, là, je crois. Mais je mange rien, frère. Je crois à ça, et je craque pas, quoi. C'est cette pratique, tu l'as reçue dans ton éducation ou est-ce que tu as évolué avec les années? On a évolué. Au début, moi, à l'époque, on faisait pas Shabbat. Après, il y a un oncle à moi, il s'est mis à faire Shabbat. Et avant, tous les samedis, on se réunissait chez ma grand-mère à Paris. Donc, on prenait la voiture, on allait faire le Shabbat midi là-bas, tu vois. Donc, à un moment, eux, ils sont mis à faire Shabbat. Donc, on pouvait plus aller le samedi en voiture et tout. Donc, on s'est dit, bah non, si, on va faire Shabbat. Donc, on a avancé. Ma mère, mes frères et sœurs, on a fait Shabbat. Bon, mon père, il a jamais vraiment fait. Et c'est un de mes objectifs de le mettre dans la religion. Mais bon, après, tu sais, c'est une volonté personnelle aussi. À un moment Complètement. donné, si toi, tu y crois à fond, c'est dur de le faire croire aux gens. Et je pense que ça joue dans ta vie au quotidien. Moi, il y a plein de fois, j'ai demandé des trucs et ça s'est réalisé. Et puis, moi, tu dis, bah, le chemin, il est là, tu vois. Après, bien sûr que des fois, ça va pas dans ton sens et tu dis, non, mais je comprends pas, je fais ça, je fais ça. Mais après, il faut continuer et tout. Mais ouais, je me pose même pas la question. Je sais que c'est mon chemin, en fait. J'avance, ouais. Ok. Et c'est un truc que tu as envie de transmettre à tes enfants, du coup, aujourd'hui? Ouais, moi, mes enfants, pareil. Bah, moi, j'étais pas dans tout ce qui est religion depuis petit, tu vois. Bah, j'ai appris avec les petites écoles qu'il y a le mercredi et le dimanche pour apprendre un peu à lire, etc. Aujourd'hui, c'est un peu plus développé qu'avant. Si je peux leur permettre et tout d'aller dans ces écoles-là, d'accéder plus facilement à ce chemin-là, bah, je leur laisse. Ok, je vois. Et du coup, que-
comment ça façonne aujourd'hui ton art, ta manière d'écrire, etc. Parce que tu parles beaucoup de ça dans tes Ouais, sketchs. moi je parle de ça. Pourquoi? Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, ma femme, c'est ma vie au quotidien, tu vois. C'est la dernière fois, pareil, je parle avec un gars et il me dit, ouais, vas-y, il y a ce soir, on a le Sheba Brachot Sheba Brachot, pour ceux qui savent pas, c'est quand les mariés ils se marient, ils ont une semaine de célébration, ils sont invités chez des gens. Je dis, vas-y, on y va. Et je prends une kippa comme ça chez moi et je vois sur la kippa, il y a le nom de la personne qui a divorcé, qui s'est remarié. Ce soir, c'est chez moi. Je fais, c'est exceptionnel, frère. T'imagines, j'ai la kippa de Stéphanie, de son ancien mariage, et on va à Séchéba Brachot. Et je pleure de rire, moi, sur le chemin. Je dis, frérot, c'est sûr, faut écrire, j'écrive un truc sur ça. Donc, je parle de ce qui m'arrive. Et le judaïsme, c'est une part de ma vie, donc j'en parle sur scène, tu vois. Je parle des fous qu'il y a dans la communauté, des gens très bien qu'il y a dans la communauté, des choses fous qui m'arrivent, de ma femme, mes gosses. Moi, j'aime bien tout ce qui nous arrive, mais plus tu as de trucs perso, plus les gens ils accrochent. Et en réalité, les familles, on a tous à peu près la même vie, à différents trucs, mais on a la même vie, les écoles, les devoirs, les courses, les trucs. Et après, à toi de trouver l'angle. Puis voilà quoi. Ton spectacle aujourd'hui s'appelle Paye pour voir. C'est un concept Ouais, qui c'est ça. n'existait pas avant. C'est ça. Donc l'idée, c'est que les gens ils viennent pendant 15 minutes. C'est C'est ça. ça. Ils payent pas. En fait c'est plus complexe que ça. C'est 15 minutes, ils payent. Si au bout de 15 minutes, ils aiment pas, je les rembourse. Ok, incroyable. Et c'est quoi comment ça a été reçu par le public? En fait, les gens, ils sont tellement contents de sortir de chez eux, je pense, les familles, d'avoir trouvé la grand-mère qui a gardé les gosses et tout. Les gens, ils partent pas. Après, je suis marrant, c'est vrai. Mais non, en réalité, c'est que les gens, ils osent pas partir. Les gens, ils sont contents d'être venus passer une bonne soirée. Mais t'as toujours deux, trois rigolos qui veulent faire genre, ils vont partir. Mais non, mais j'ai fait ça parce que c'était un produit d'appel. J'avais aimé l'idée de faire parler de soi au début. Moi, je parlais pas de ma femme, mes enfants. Donc, je dis, vas-y, ça peut être sympa comme concept. Et puis, je voyais le truc plus loin. Je dis, un jour, tu es dans une grande salle. Les gens, ils viennent. Tu vas avoir des gens, ils vont venir, ils vont se lever. Tu filmes ça. Ça va être intéressant. Tu vois. J'ai toujours pensé à ce truc-là comme ça. Comment t'as eu l'idée? Ouais, moi, j'adore écrire des contes. Je suis fan de télé, moi. Alors, vraiment, la télé, je regardais toute ma vie, j'ai regardé la télé. Vraiment, j'analyse. Il y a des gens, ils sont très forts en littérature. En télé, je suis très difficilement imbattable. C'est-à-dire, en ciné, tu as des mecs qui sont hyper forts. Moi, en télé, c'est très dur. Je peux te donner les audiences de n'importe quel film qui est sorti hier, d'émissions de Julien Courbet. Je regarde, je suis passionné. Les courbes et tout, j'adore. Ok. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur justement ce concept? Est-ce qu'il y a une réaction du public que t'attendais absolument pas? Non, mais des fois, tu as des enfants, ils viennent, tu vois. Les enfants, tu sais, la dernière fois, il y a une dame, elle vient, elle me dit, est-ce que c'est adapté aux enfants? Je dis, oui, bah, c'est adapté. Moi, je sais pas, je fais pas de trucs vulgaires et tout, donc les enfants sont le bienvenu. Après, je commence et elle vient avec ses trois enfants, tu vois. Elle a été divorcée, la dame. Et, euh, et les enfants, hein, en fait, c'était eux les perturbateurs. Si je commence à lui poser une question, le petit, il sort une dinguerie vulgaire. Je fais, oh là là, mais je comprends, mais pourquoi tu m'as posé des questions si je voulais venir avec tes enfants? Ils sont fous, tes enfants! Et le mec, je lui ai demandé comment tu t'appelles, il m'a sorti une connerie. Mais je fais, ah ouais, et en fait, C'était ouais, toi qui n'étais pas pour les ouais, enfants, pas les ouais, enfants qui n'étaient pas pour ton exactement. spectacle. Des fois, tu as des trucs comme ça. Moi, j'aime bien parler un petit peu aux gens, 10 minutes au début du spectacle. Les gens, ils aiment bien, ça rassemble, ça fait familial. Et ils aiment bien aujourd'hui l'interaction et tout, c'est sympathique. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent pas à sa place aujourd'hui, professionnellement potentiellement, puisque c'est le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, euh, et qui a peur, qui n'ose pas se lancer? Si tu avais un conseil à donner par rapport à ça. Moi, je pense surtout, si tu crois que tu as un truc à faire, fais-le progressivement. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui disent, ah, mais frérot, je gagne pas d'argent. Fais-le progressivement. Et si, hein, moi, je l'ai fait progressivement. J'ai commencé bas, et puis avant, ça prenait beaucoup plus de place. Et puis, je me suis dit, bon, David, mais si tu es déterminé et que tu veux pas lâcher mentalement, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, on se rend vite compte que, bon, les choses essentielles, on n'est pas à notre place. On fait des métiers en banque, en entreprise, tout ce qui est open space, commerce. Bah, t'es là, t'attends toute la journée, quoi. Moi, j'étais des fois les bras croisés 6 heures.
qu'est-ce que je fais de mon temps? Je Le- fais rien, quoi. Faut le faire. Mm. Tente ta chance. Et des fois, faut pas regarder aussi les autres. À un moment, moi, j'avais tendance à regarder. Je dis, je comprends pas, lui, il est là. Fais ton truc. Ça te fait plaisir à toi. Moi, ça me fait plaisir. C'est-à-dire, quand je vais jouer, je monte sur scène, je fais rigoler les gens. Je faisais rigoler 6, ça me faisait kiffer. J'étais content. Je dis, en fait, j'aurais pu être dans un open space, à parler avec un gars qui broie du noir. Je dis, frérot, t'es bien. Ouais, mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Je gagne pas d'argent. Ouais, bah, c'est pas grave. Essaye de voir au début, de faire un petit peu. T'as des gens, des fois, ils veulent ouvrir. Leur rêve, c'est d'ouvrir un petit café, d'avoir un petit café avec des petits cakes. J'ai une fille la dernière fois qui me dit, ouais, voilà, j'aimerais ouvrir un petit café. Je dis, mais c'est pas impossible. Je prends un petit café, bah, je te demande pas d'ouvrir un café, il y a 25 tables. Tu ouvres un petit café, tu as ta machine, tu fais des jus frais, des gâteaux que tu prépares toi-même. Et voilà, si au départ, tu as les sous pour l'ouvrir, tu le fais. Sinon, va essayer de travailler pour l'ouvrir toi-même. Fais dans un petit quartier, truc. Essaye. Moi, je dis, on a une vie. Il y a une phrase aussi que j'aime bien, c'est souviens-toi que tu vas mourir. On va tous mourir. C'est-à-dire, fais ce que tu as à faire. On ne sait pas quand on va mourir, tu vois. Et moi, je me dis, au moins, j'aurais fait. Moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Je fais ça. Je fais des films, des séries, des émissions. Je monte sur scène. Je commande des matchs de foot, on rigole. J'ai l'impression de ma vie, c'est une rigolade. C'est incroyable. Toujours, moi, je remercie Hachem. Je dis, purée, c'est pas possible. C'est tombé sur moi, frère. Je me dis, j'aurais pu, mais c'est tombé sur moi. Grâce à Dieu, tu vois. Je suis content, quoi. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ce parcours, cet accomplissement? Est-ce que tu as de la fierté? Ouais, même pas, non, parce que je vois trop loin, moi. Je vois trop loin. Donc, je suis très content de ce qui m'arrive et tout, c'est très bien. Parce que je regarde d'où j'étais. Je dis, bah, d'où t'étais, c'est bien. Quand même, t'es là, frérot, t'es à l'aise. Sur scène, il peut plus rien t'arriver. En mode, avant, on parlait sur scène, j'étais pas à l'aise. Écrire des blagues, c'était un peu plus compliqué à structurer. Financièrement, c'était dur. Plein de choses. Mais j'ai des objectifs de spectacle, de remplissage, de salles, de projets de films, de séries. Donc je me dis, bon, il y a encore du travail, mais je suis pas en autosatisfaction. Je suis juste content de faire ça. Je suis content de me dire à un moment donné. Et en y repensant, je pense que c'était un peu fou, tu vois, de se dire, de tout arrêter. C'était hyper risqué. Mais le fait que je m'en rendais pas vraiment compte, c'était bien aussi. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir en restant complètement fidèle à soi-même, ou est-ce qu'il y a forcément des points où tu vas devoir faire des compromis? Bah, en fait, il y a faire des compromis, il faut pas que ça te trahisse non plus, tu vois. Comme je te disais tout à l'heure, tu as des gens aujourd'hui sur Instagram, c'est pas leur vie, je les connais. Je les connais, je les vois, c'est pas leur vie. Ils s'inventent des vies. Tu vois, ça s'appelle Be Yourself, c'est not yourself. Bon. C'est pas toi, tu racontes des trucs, on te connaît, nous, t'étais avec nous tout à l'heure, tu disais pas la même chose. Mais après, faut des fois s'adapter, tu vois. S'adapter sans se trahir. Tu sais, des fois, tu as des trucs qui vont pas. Le mec, il dit, écoute, pour ce rôle-là, j'aimerais bien que. J'en ai un exemple, hein, t'embrasses cette fille-là. Je dis, voilà, moi, voilà, j'embrasse pas telle ou telle fille, je vais pas le faire. Le mec dit, bah, ça va être compliqué pour tourner avec nous. Donc, tu essaies de trouver un compromis, tu vois, un truc où lui, il fait un pas vers toi, tu fais un pas vers toi. Mais c'est plutôt ce genre de truc-là. Mais faut pas, si t'as pas envie de le faire et que tu vois que le mec, oh, moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, il y a des fois, des gens, ils m'ont pas pris au casting, c'était le rôle de ma vie. C'est pas le rôle de ta vie, frère. Il y a 1 milliard de films. Se trouve, le film, il va faire 50 000 entrées. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je crois au destin, tu vois. Je crois trop en Dieu pour me dire, c'est un mec devant moi et qui a une chemise. Il me dira, frérot, excuse-moi, mais t'es pas bon pour le rôle. C'est pas grave, frère, tu t'as pas kiffé. C'est la vie, frère, je vais faire autre chose. Je vais trouver un autre rôle. Il y a 10 films par semaine qui sortent. C'est pas ton film, je vais le faire avec un autre, c'est pas grave. Mais est-ce que vraiment rester fidèle à toi-même, pour le coup, il y a des moments où t'as eu l'impression de passer à côté de grosses opportunités? Ouais, je pense surtout, comme je te dis, moi, et les gens, ils essaient de te le faire ressentir. Le vendredi, samedi, dans le monde du spectacle, c'est le monde où ça travaille, c'est les jours où ça travaille le plus. Mais à un moment donné, tu vas te dire quoi? Dire, bon, vas-y, ok, c'est pas grave, frérot. Bon, alors, je fais pas Shabbat pendant 2, 3 fois. Il va m'arriver quoi? Je dis, moi, je fais Shabbat, c'est pas grave. Ok, t'as perdu des sous, ouais, t'as pas telle opportunité.
Peut-être que si demain, toi, tu dois interviewer demain Macron, il dit je suis disponible que samedi, tu dis bah je peux pas, c'est Chaval, il dit bah je vais pas faire. C'est pas grave, t'as pas intérêt. Tu te dis, tiens, dommage, ça se trouve, mon podcast, il aurait décollé avec Macron et trucs, ah, je n'en peux plus. Mais c'est la vie, t'as pas fait Macron. Voilà. Du coup, est-ce que ça t'arrive de douter encore? Ouais, beaucoup, oui et non. Ouais, ça. En fait, c'est un métier de doute, le stand-up. Parce que tu fais des trucs, des fois tu dis, ah, je suis pas arrivé là, mais des fois tu as tel objectif. Mais moi, ce que je fais, c'est chaque année, je me pose et je me dis, est-ce que j'ai monté un étage ou j'ai redescendu? Parce qu'après, du contraire, chaque année, j'avance. Donc je me dis, bon, ça va. Il faut pas regarder les autres. C'est un défaut aussi que ont beaucoup et que j'avais aussi, hein. Tu regardes, tu dis, ah, mais t'as vu, lui, il joue à l'Olympia, toi, tu joues pas. Ouais, c'est son destin. Lui, il va jouer à l'Olympia en 2025. Toi, tu vas peut-être jouer en 2029. C'est ta vie à toi. Et lui, en 2029, soit peut-être il aura arrêté, ou peut-être qu'il rejouera encore à l'Olympia. Mais c'est sa vie à lui, tu vois. Son destin, il n'est pas dépendant du tien. Et j'ai une phrase que je mets souvent sur les réseaux. Soyez heureux des gens qui réussissent. S'il y a des gens qui réussissent, c'est bien pour eux. Ça va rien t'enlever à toi. Moi, si demain, un mec, il achète une place pour un autre gars, ça l'empêche pas de venir le lendemain me voir. Complètement. Il va rien me voler à moi. On n'est pas on fait deux spectacles différents. Comment tu l'as défini, du coup, cette réussite, toi? Moi, je pense que la réussite, chacun a sa définition, mais pour moi, c'est être heureux. Moi, je viens d'un milieu sarcellois. J'ai été banquier, entreprise. Je fais un métier. J'ai pas l'impression de travailler. Je gagne ma vie. Je suis très bien, tout va bien. Je suis heureux, c'est ça la réussite. Tu étais bien dans ta vie. Je suis marié, j'ai 3 enfants. T'as des mecs, des fois, ils me font, ah frérot, hier j'étais avec une copine, le lendemain, j'étais avec une copine. Ah frérot, moi j'ai une femme. J'ai pas bougé d'une oreille depuis 10 ans. Je suis bien, frérot. Et il me dit, non, mais des fois, t'as pas envie de sortir en soirée avec nous. Non, frérot, j'ai ma vie à moi. C'est ça, j'ai ma femme, mes enfants. C'est ma vie, frère. Je suis heureux dans ma vie. Pourquoi tu veux que j'aille voir? C'est des fois, t'as des mecs, ils ont tout, ils sont pas heureux. J'en connais tellement, ils ont tout. Ils ont fait les plus grandes salles, ils ont connu les plus grandes réussites, les films. Je les vois, ils sont pas heureux. Je comprends pas. Comment tu. Et en fait, c'est ça, c'est que les gens, ils sont tout le temps en perpétuelle recherche de trucs qu'ils n'ont pas. Moi, je recherche pas, je cherche juste à kiffer. Voilà, on est là, je suis venu, je kiffe, on est là, on passe un bon moment. Tu sais, il y a des fois, c'est juste kiffer le truc, tu vois. Tu passes un bon moment. Et c'est ça pour moi la réussite. Kiffer, être à sa place et avancer. Et tant que tu as des objectifs, tu continues, tu es heureux. Si un jour ça s'arrête, ça s'arrêtera, c'est la vie. On a des études, on a 2 bras, 2 jambes. Demain, tu dois travailler, bah, tu travailles, c'est la vie. Tu auras vécu une petite parenthèse et c'est la vie, quoi. Qu'est-ce que tu dirais au David d'il y a 10 ans? Frérot, on va les niquer, frère. Je dis, frérot, on est en train de faire un gros braquage. On s'y attendait pas. On y a cru, mais là, on est en train de faire un gros braquage, frère. Ouais, un truc comme ça. On avance, en tout cas. Mais moi, à un moment donné, je me disais pas que ça allait marcher. Mais j'y croyais, en vrai. J'y croyais, mais franchement, je suis content, quand même. Je suis content. Trop bien. C'est quoi la dernière fois que tu t'es senti profondément vivant et complètement aligné avec qui tu es? Euh, Avec mes petits, je crois. Tu sais, des fois, quand moi, j'ai des petits coups de moins bien, et je vois des potos aussi, on s'appelle, j'ai 2, 3 potes dans le métier, et il y en a, ils sont célibes, ils me disent, frère, je suis pas bien, tu sais, du bois du noir, tu sais, le mec rentre chez lui. Je dis, moi, quand je suis pas bien, je rentre chez moi, j'ai ma femme, mes gosses. Je dis, ah, c'est frère, c'est pas, on va s'embrouiller pour tel mec qui t'a pas mis sur l'événement, tel mec qui t'a pas appelé. J'ai en vrai, frérot, quoi qu'il arrive, j'ai ma femme, mes enfants. Demain, ça s'arrête. C'est la vraie vie, tu vois. Et les gens qui n'ont pas de petits ou ils sont pas en couple ou autre, ils connaissent pas vraiment ça. Mais en vrai, la vraie vie, c'est les petits, tu vois. Tu vois, tu dis, vas-y, t'as transmis un truc. Quoi qu'il arrive, toute ta vie, ils seront là. Il y a des moments, trucs, là, je dis, ah, t'es bien, en vrai. T'es avec tes petits, t'es là, tu kiffes. C'est ça la vraie vie, quoi, tu vois. Tu crois que c'est ce qui te permet quand même de garder les pieds sur terre, entre guillemets, la tête sur les épaules? Ouais, c'est vrai que c'est bien d'avoir un cercle familial. Parce que je t'ai dit, je vois beaucoup de gens ça se compte sur les doigts de la main, les gens mariés. Je vois les gens, ils sont un peu tristes, quoi. C'est un métier, le stand-up, c'est un métier. Tu viens, tu fais rire les gens, tu rentres chez toi, t'es tout seul. Ouais. T'es down. Moi, j'ai même pas le temps de me reposer parce que je rentre chez moi, je dors, je me réveille, j'amène mes enfants à l'école, truc, tu vois. T'es dans une vie où ça avance. Mais t'as des gens qui se posent beaucoup de questions. Ils rentrent chez lui, il n'y a personne, il regarde une série, il dort pas la nuit. Parce que t'as de l'adrénaline quand tu montes sur scène. Donc, le temps que ça redescende, t'es fatigué, truc. Tu dors vers 3 4 heures. Tu te réveilles, il est 14 heures. Si truc.
Si t'as pas un système, tu vois. Mais c'est vrai, d'avoir des petits, ça avance. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, être soi? Ouais, pas se trahir, ce que je disais tout à l'heure. Être moi-même, pas se trahir, tu vois, pas d'oublier d'où on vient. C'est pas forcément de faire le miskin ou autre, tu vois, mais t'es là, t'as un parcours de vie, respecter les gens, toujours respect. Des fois, on s'entend pas avec des gens, tu sais, dans plein de domaines. Moi, dans le domaine où je suis, j'ai zéro embrouille avec personne. Il y a des gens que j'aime pas, d'autres qui m'aiment pas, c'est pas grave, mais toujours dans le respect. Bonjour, salut. Mais je me trahis pas, tu vois. Je vais pas m'asseoir à ta table pour parler avec toi. Bon, je m'entends pas avec toi, tu le sais, je le sais. Par contre, je te salue. Mais voilà, faut pas se trahir, quoi. À qui ou à quoi, du coup, t'aimerais dire merci aujourd'hui? Merci. Ouais, il y a plein de gens, hein. À ma femme, on peut dire merci à ma femme, franchement, parce qu'elle m'a soutenu. C'est pas mal ça. Merci à ma femme. Je vais l'isoler, ça. Je vais le mettre On le comme ça. mettra dans le Ouais. teaser, si Merci à tu ma veux. femme. Merci à ma femme. Parce que ouais, c'est vrai, elle m'a donné l'inspiration de faire les vidéos, les trucs et tout. Mais ouais, merci, merci à la religion, merci à Dieu. Franchement, moi, faut être reconnaissant. Toujours. Et même en général, quand un mec il t'aide et tout, tu sais, demain, tu reçois quelqu'un dans ton podcast, il y a un gars qui t'a envoyé, il dit ah voilà, je t'ai envoyé un tel. Moi je dis mais j'ai le merci facilement. Merci beaucoup. Ah c'est gentil. Moi on m'a beaucoup aidé sur certains trucs. À un moment donné, moi on m'amène chez Arthur, c'est Kev Adams qui m'amène chez Arthur. Je le connais, je l'ai vu 6 fois dans ma vie. Je l'ai vu 6 fois dans ma vie. Un jour on bosse ensemble sur un dossier. Il me dit frérot demain Arthur il me ramène de ramener une équipe, viens. Alors, putain, il est gentil le gars. Il m'amène, ça match bien avec Arthur, je fais un truc. Frérot, je lui ai envoyé merci beaucoup, frérot, c'est gentil ce que tu as fait pour moi. Non, c'est normal. Je dis bah non, c'est pas normal. T'aurais pu amener le mec à côté, tu vois. Dire merci, tu vois, faut pas avoir peur de dire merci aux gens. Des gens, ils aident et tout. Ils ont pas besoin en vrai. Tu Kev Adams, il avait pas besoin à ce moment-là. Il y a plein de gens qui aident, franchement. Moi, Redouane Bougueraba, il m'a beaucoup aidé aussi. Gad, il y a plein de gens, ils ont aidé à des moments, des petits moments. Mon ami Tariq aussi. En fait, chaque personne qui peut t'aider, tu dis merci, ça t'enlèvera rien, je te jure. C'est simple. Tu dis merci aux gens, ça fait plaisir. Est-ce que tu as une référence, que ce soit un bouquin, un spectacle, une musique, un film, à conseiller à nos auditeurs aujourd'hui, qui t'a inspiré? Alors là, récemment, j'ai lu le livre d'une amie à moi qui s'appelle Ilana Ferradjian. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est animatrice radio, journaliste. Elle a écrit un livre qui s'appelle 7 ans à attendre, où elle raconte qu'elle a mis 7 ans à avoir sa petite fille. Et en fait, c'est un parcours de vie et c'est un parcours que tu peux transmettre dans plein de domaines. Elle a voulu avoir son enfant. Plein de gens, à un moment donné, malgré toutes les difficultés, les fifs qu'elle a fait, ils lui ont dit, mais il faut que tu abandonnes, t'adoptes et tout. Et elle a jamais abandonné. Et elle a eu sa fille qui s'appelle Victoria. Mais et du coup, je me dis, le message, il est bien. Tu vois, bah, tu peux l'adopter en tout, tu vois. Faut pas lâcher. À un moment, ça va prendre. C'est ta capacité, et il s'écrit dans son livre aussi, à ne pas abandonner. Tant que tu n'abandonnes pas, tu n'es pas mort. C'est comme en finance. En finance, tant que tu n'as pas vendu ta position, t'as pas perdu d'argent. Ouais, Jérôme Carviel, si la Société Générale, ils viennent pas dans son bureau vendre toutes les positions, il n'a pas perdu 1 milliard. Il les a pas perdus, ils sont sur des ordinateurs, ils sont en vie là. Ça se trouve, Jérôme Carviel, il aurait pu faire gagner encore 30 milliards. Mais tu es toujours en vie tant que tu n'as pas abandonné. Et moi, c'est ça, faut pas abandonner le Bah, truc. parfait, on mettra tout ça dans les notes du podcast, du coup. Plaisir. Qui t'aimerais entendre au micro du BUP Talk? Alex Fredo, faut l'inviter Alex Fredo. Alex Fredo, humoriste aussi, très très bon. Il a un beau parcours aussi, lui. Faudrait l'inviter. C'est le saltimbanque de la famille. Franchement, il a un vrai truc. Et Alex aussi, pareil, on se rejoint sur la religion, sur le fait de faire Shabbat, dans ce métier-là où c'est compliqué et tout. Donc c'est vrai qu'on se soutient pas mal sur les Bah, trucs. on contactera Alex, Avec plaisir. sois-en sûr. Pour celles et ceux qui souhaitent te suivre aujourd'hui, continuer à suivre ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur Instagram, David Azria, vous tapez David et vous allez voir David Guetta, bientôt je le dépasse.
Non, ouais, Insta, TikTok. Et bientôt, il y a une série à moi qui va sortir sur Amazon Prime. Donc voilà quoi. Si vous avez un Amazon Prime, ou parce qu'on connaît les gens, ils ont l'Amazon Prime de la cousine, de la sœur, de la mère qui a prêté un code une fois, qui n'ont jamais rendu. Voilà, regardez ça. Ok, trop bien. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté notre Merci invitation. beaucoup, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment Merci à vous. avec moi. Si cette conversation vous a parlé, vous a touché, vous a inspiré, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à David ou à moi, ça nous fera extrêmement plaisir. En attendant, prenez soin de vous, écoutez-vous, respectez vos rythmes et souvenez-vous que le chemin vers soi ne demande absolument pas la perfection, il demande l'incarnation. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du BUP Talk.